Le quartier latin est certainement le plus riche et le plus emblématique de tous les quartiers de Paris. Comportant de nombreux points culturels et historiques, des arènes de Lutèce au muséum d'histoire naturelle en passant par l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, je vous emmène aujourd'hui à sa découverte. Bienvenue dans ce nouveau voyage au cœur de la capitale. La cité romaine de Lutèce voit le jour au 1er siècle avant Jésus-Christ. Conquise par les Romains, au détriment des Gaulois, elle se développe selon un plan architectural de rues perpendiculaires, principalement sur l'actuelle rue Saint-Jacques et la montagne Sainte-Geneviève. Les constructions se développent doucement. Le meilleur vestige de cette époque romaine, ce sont certainement les arènes de Lutèce, derrière moi. D'une capacité de 16 000 places, elles étaient destinées à accueillir les combats de gladiateurs et les jeux d'amphithéâtre. À la même époque, les Romains avaient édifié les thermes, intégrés aujourd'hui au musée de Cluny. Les habitants de la cité venaient pour s'y baigner, discuter ou même lire. Et oui, il y avait une très grande bibliothèque. Les thermes actuels ne datent pas d'hier. Les nombreuses invasions des Francs et des Alamans ont contraint à leurs nombreuses reconstructions. Au IVe siècle, l'Empire romain est divisé en deux parties distinctes, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Ce dernier ne résistera pas, le siècle suivant, aux nombreuses attaques barbares des Huns, des Goths, des Francs, etc. Lutèce, qui depuis l'an 310 est renommée Paris suite à l'occupation des Gaulois Parisis, n'est pas épargnée non plus par ces invasions. Survient alors un personnage très important. Je me trouve ici au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, plus précisément devant l'église Saint-Étienne-du-Mont. C'est ici, sur le sommet de cette colline, que Sainte-Geneviève, consciente d'une invasion de Huns, aurait exhorté les Parisiens à prier avec ferveur pour les écarter de la ville. Leurs prières furent exaucées, car Paris ne fut pas attaqué. Sainte-Geneviève a donc été nommée sainte patronne de la ville à cette époque. C'est dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, construite entre 1500 et 1630, que se trouve la châsse où repose Sainte-Geneviève. Nous reviendrons ici un peu plus tard. Je me trouve ici à Sancier-d'Aubenton. Qui aurait pu soupçonner qu'un fleuve coulait sous nos pieds ? En dehors de la Seine, un autre fleuve méconnu coule bien sous les trottoirs de la capitale. La Bièvre, qui doit son nom aux très nombreux castors qui régnaient autrefois sur ses rives. Sur 5 km, elle serpente à travers le 5e et le 13e arrondissement avant de se jeter dans la Seine au niveau de la gare d'Austerlitz. En 1912, elle fut entièrement canalisée et enterrée. L'utilisation d'évacuation des déchets causés par l'homme rendait son odeur insupportable et causait de nombreuses maladies. En plus, son très faible débit de 0,3 m3 par seconde la rendait pas franchement utile. Par comparaison, la Seine c'est 500 m3 par seconde et la Loire c'est 835 m3 par seconde. Ça fait beaucoup là, non? Bon, maintenant il faut que je vous explique l'origine du nom quartier latin. Au courant du Moyen-Âge, toutes les grandes écoles et universités se sont regroupées ici dans le même quartier dit de la Sorbonne. Tous les cours étaient dispensés en latin, d'où le nom quartier latin. Ouais, logique. C'est Robert de Sorbon, né en 1200, qui est le fondateur de l'université de la Sorbonne. Ce célèbre théologien crée l'université afin que les étudiants puissent bénéficier d'une scolarité entièrement gratuite. La bibliothèque de l'université comportait alors, à la mort de Robert de Sorbon, plus de 1500 livres, soit l'une des plus importantes du royaume de France à cette époque. C'est à la même époque, au XIIIe siècle, qu'un célèbre théologien et penseur, Albert le Grand, fit souvent parler de lui. Par sa grande culture et son intelligence, il enseigna plusieurs élèves, dont saint Thomas d'Aquin. Il sera canonisé en 1931 et sera par la même occasion proclamé docteur de l'Église. Comme il prêchait sur cette place, celle-ci prit son nom, mais fut malheureusement déformée avec le temps, elle devint la place Maubert. À 5 minutes de la place Maubert, le collège des Bernardins subsiste depuis la moitié du XIIIe siècle. Les moines y résidant pendant la Révolution française y furent chassés. C'est aujourd'hui un musée appartenant au diocèse de Paris. Je vous emmène à présent dans la plus belle église du 5e arrondissement et connue dans le monde entier, Saint-Nicolas du Chardonnay. L'église actuelle date du XVIIe siècle. Elle est reconstruite sur les ruines d'une ancienne chapelle et déplacée au XIXe siècle suite à la restructuration du boulevard Saint-Germain. Elle est aujourd'hui la plus grande église catholique traditionnelle au monde et appartient à la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Le 27 février 1977, Monseigneur Ducos-Bourget, évêque consacré par Monseigneur Marcel Lefebvre, fondateur de la fraternité Saint-Pie X, prend avec quelques milliers de catholiques l'église de force.
Leurs nombreuses demandes au diocèse de Paris pour obtenir un lieu de culte décent avaient toutes été refusées par l'évêché. Je vous emmène maintenant dans un lieu bien moins cosy, temple de la République et des grands hommes. Bienvenue au Panthéon. L'histoire de ce lieu remonte au XVIIIe siècle. Louis XV, gravement malade, promit à Sainte-Geneviève une église à son honneur s'il obtenait une guérison. Exaucé, le bâtiment fut érigé par Soufflot vers 1760 et servit de tombeau à la sainte patronne de Paris. Toutefois, en 1790, les choses se gâtèrent avec la Révolution française. Sainte-Geneviève fut chassée et le bâtiment fut désacralisé afin de servir de temple républicain. Il accueille aujourd'hui tout un beau petit monde, Voltaire, Jean Moulin, Simone Veil, Jaurès. Toujours très fréquentée, la place de l'Odéon est un lieu très important, notamment depuis la Révolution française. En effet, Camille Desmoulins y résidait au numéro 22 jusqu'à son exécution le 5 avril 1794. Il ne faut pas la confondre avec la place Henri-Mondor, délimitée par le boulevard Saint-Germain et la faculté de médecine. S'y dresse un monument de Danton, érigé en 1889 pour le centenaire de la Révolution, commandé par la ville de Paris. Citoyen, quel est ton nom? Danton. Derrière la cour du commerce Saint-André se cache le plus vieux café-restaurant de France, le Procope, fondé en 1686 par Francisco Capelli. Il devient rapidement un café d'artistes et d'intellectuels où se rencontrent notamment Diderot, d'Alembert ou encore Voltaire au début du XVIIIe siècle. L'établissement connut sa période d'or lors de la Révolution française, où le club des Cordeliers, présidé par Danton et Marat, ainsi que celui des Jacobins s'y réunissait souvent. Comportant également une partie musée, il y est exposé le bureau de Voltaire et le bicorne de Napoléon Bonaparte, certainement authentique, et quelques portraits de l'époque révolutionnaire. Le café est d'ailleurs classé au patrimoine des monuments nationaux pour être le plus vieux établissement-restaurant de France. Plus généralement, la cour du commerce Saint-André est bâtie sur les anciens fossés de l'enceinte de Philippe Auguste. C'est ici également que Marat tirait le journal révolutionnaire L'Ami du Peuple. Enfin, celle-ci donne sur la charmante cour de Rohan, où subsistent encore les derniers vestiges de la demeure de Diane de Poitiers et un immeuble de la Renaissance. On peut encore y voir le dernier trépied équestre de Paris également. Je vous propose de terminer cette petite excursion par le parc du Luxembourg, créé en 1612 par Marie de Médicis. Au début du XVIIe siècle, alors régente du royaume de France, cette dernière décide de s'installer dans un ancien hôtel particulier situé à cet endroit. Celui-ci, toutefois trop vétuste pour son rang, fut rapidement détruit et remplacé par un somptueux palais, inspiré du Palazzo Pitti à Florence. Marie de Médicis, qui avait toujours désiré faire naître à Paris un jardin florentin, fit appel au plus célèbre architecte d'extérieur de l'époque, Jacques Boisseau. André Lenôtre, premier jardinier de Louis XIV, a notamment participé à la création de nombreuses et sublimes fontaines, toujours présentes dans le parc. Les travaux continuèrent encore après la mort de Marie de Médicis en 1642. Pendant la Révolution française, le jardin fut abandonné et le palais du Luxembourg transformé en prison. Le parc fut entièrement restructuré au XIXe siècle, sous l'époque haussmannienne, et ne sera plus modifié jusqu'aujourd'hui. Le parc possède entre autres plusieurs bâtiments, plus ou moins célèbres. En dehors du palais du Luxembourg, où siège le Sénat, est bâti le Petit Luxembourg, résidence du président du Sénat depuis 1825. Il possède même une petite chapelle. Une partie du palais est d'ailleurs devenue le célèbre musée du Luxembourg, consacré à des expositions temporaires, principalement politiques. Enfin, le parc possède ses propres serres, lieu de préservation du patrimoine végétal, comportant plus de 400 espèces. Bon, au montage, je me suis décidé de rajouter quelques bâtiments, secrets et petites anecdotes curieuses sur le quartier latin. Avant de quitter le 5e, le dernier bâtiment, magnifique, qui est la mosquée de Paris, a été inauguré en 1926. Elle est actuellement la plus ancienne des mosquées françaises encore en activité et recouvre une superficie de 7500 m². Ces magnifiques bâtiments se visitent par ailleurs, des jardins andalous parsemés de fontaines à l'orientale y subsistent dans le même style que Cordoue ou Grenade en Espagne. Juste en face de la mosquée, le jardin des plantes, lui, avec ses 27 hectares, est le lieu par excellence de la découverte du monde animal à Paris. Il comporte plusieurs bâtiments de recherche scientifique, comme la Grande Galerie de l'Évolution, créée en 1635 par Louis XIII, renfermant le Muséum d'Histoire Naturelle, inauguré lui en 1793, lors de la Convention. Enfin, il y existe aussi une galerie de paléontologie, une galerie de botanique, de minéralogie et une grande ménagerie comportant 650 animaux environ, répartis sur 90 espèces.
Plus méconnu, l'Institut du monde arabe, ouvert depuis 1987 dans le but d'améliorer les relations diplomatiques entre la France et les pays du Golfe, accueille des spectacles, des expositions, des conférences, pour tous, sur le domaine arabo-musulman principalement. Côté 6e, il est intéressant de voir l'église Saint-Germain-des-Prés, inaugurée au VIe siècle. C'est l'une des plus anciennes églises de la ville de Paris, dans laquelle fut notamment retrouvé des sarcophages mérovingiens au XIXe siècle. Enfin, pour finir, l'église Saint-Sulpice, dont les travaux s'achevèrent en 1870 après 200 ans de chantier. Établie en style baroque, avec ses 2 clochers, elle fut notamment avec la cathédrale Notre-Dame de Paris, le théâtre des funérailles de nombreuses personnalités politiques et artistiques. Le patrimoine parisien est si riche que toute une vie ne suffirait pas pour le découvrir entièrement. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce bleu et à partager à d'éventuels contacts. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!